Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Cette rencontre donc, est organisée par Rencontre et Débat Autrement, une association créée par Britt et Christian, c'est-à-dire moi-même, il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, alors d'abord, je voulais remercier la Fondation Lucien Paille et sa directrice Julie Pégini de nous accueillir ici dans ces magnifiques locaux. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'accueillir deux auteurs d'un ouvrage qui s'appelle La ferme de Cagnols, agro-recyclerie et maraîchage sur sol vivant. Donc, ces deux auteurs sont d'une part Benoît Lebaude, donc qui est à l'origine de la ferme de Cagnols, qu'il a créée il y a à peu près une vingtaine d'années, et Alexia Detry, qui est journaliste et qui a travaillé avec Benoît sur la rédaction de cet ouvrage. Je vais tout de suite laisser la parole à Benoît pour qu'il nous présente son travail. Bonsoir, merci à tous. Je vais vous parler de cet ouvrage justement que Christian a dit quelques mots précédemment, qui a été écrit justement avec Alexia et dont Miguel nous a fait l'honneur de faire la préface. Ça nous a vraiment émus. On était très heureux que tu acceptes ça. Et voilà, donc dans l'ouvrage, il y a vraiment toute une partie qui est de questions techniques, comment faire pousser des légumes sur sol vivant. C'est toute une partie, cet ouvrage, en fait, c'est toute la partie technique, c'est ce qu'on a mis en ligne. Quelque part, on a une chaîne YouTube qui s'appelle La Ferme de Cagnols, où on a plus d'une centaine de vidéos où on explique comment faire pousser les légumes, etc. Et ça base sur notre expérience, sur nos résultats, et c'est pas ce que j'ai envie de vous narrer ce soir, parce que justement, il y a déjà tout le matériel sur YouTube. Là, je vais plutôt, j'ai envie en fait d'essayer de vous partager quelque part, ça s'appelle du maraîchage sur sol vivant, et j'ai envie de vous présenter aussi un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une agriculture pas sur sol vivant. Donc voilà, on va commencer comme ça. Mais avant, en fait, je vais vous parler. Là, c'est une question de distance, mais je pense qu'on voit. Il y aura surtout des photos pour justement illustrer mon propos. Et je voulais commencer à dire, je vais parler d'agriculture, mais je vais surtout vous parler d'écologie. C'est vrai que quand on parle d'écologie, on a tendance à maintenant, c'est changer les ampoules, la voiture électrique ou bien refermer le robinet. Mais l'écologie, c'est aussi l'agriculture, vous allez comprendre pourquoi. Et sur le territoire français, c'est 50% du territoire, c'est de l'agriculture. Et du coup, je vais vous présenter les pratiques agricoles et leurs impacts écologiques. Et du coup, on va comprendre que l'agriculture est très importante dans le respect des écosystèmes. Et j'ai rajouté la forêt aussi, puisque finalement, maintenant, d'écosystèmes complexes comme la forêt, c'est devenu quelque part des champs de monoculture, non pas du maïs, mais on plante les pins comme on fait pousser du maïs. Donc, grosso modo, 80% du territoire va être géré avec la logique que je vais vous présenter. Celle de la logique du paradigme dominant, celle de l'agriculture moderne, qui va considérer, tout part, à mon avis, du rapport qu'on a au sol. Le sol n'est pas considéré comme quelque chose de complexe, comme un organisme vivant, organique, complexe. C'est un simple substrat de culture. Et du coup, comment on fait pousser des légumes? C'est simple. On va mettre ou des céréales, peu importe. En fait, on va utiliser ce substrat pour faire pousser des graines. Ces graines, on va pouvoir travailler leur génétique. Pour faire pousser ces graines, on va commencer par du travail du sol pour créer quelque part la structure idéale pour faire pousser les plantes, mais cette structure, ça va être une structure artificielle. Et du coup, ces plantes, on va apporter des engrais pour les faire pousser. Et
On va aussi arroser si elles en ont besoin. Et si elles tombent malades, on va apporter des pesticides, insecticides, fongicides. Et pour gérer la concurrence en herbe, on va mettre des désherbants. Voilà. Et dans ce cadre de pensée, la vie du sol, elle est peu, voire pas considérée. Ça, c'est la logique du paradigme de l'agriculture moderne, et c'est ce que je vais dérouler dans la première partie. Bonjour madame. Euh, donc, donc on va commencer par l'impact de la première étape qui est le travail du sol. Euh, j'ai dit que j'allais vous parler d'écologie. C'est vrai qu'un des sujets principaux quand on parle d'écologie aujourd'hui, c'est la question des gaz à effet de serre. À part que bon, l'agriculture, c'est responsable à peu près de 30% des gaz à effet de serre. Alors ça, dans les calculs, on va compter l'essence qu'on met dans le tracteur, le transport, les engrais. Mais ce qui n'est pas pris en compte, c'est le dégagement de CO2 dû au travail du sol. Ça, je me base sur les travaux du chercheur américain qui s'appelle Don Rekowski, qui montre que dans dans le sol, un sol poreux, il va avoir des microcavités qui vont avoir des taux de CO2 de 100 à 300 fois supérieurs à ce qu'il y a dans l'atmosphère. Donc en fait, dès qu'on passe un outil de travail du sol, on ouvre cette porosité et il y a du CO2 qui est directement dégagé et ça, il va le mesurer. De plus, la quantité d'oxygène qu'il y a dans l'air est de 21%. Celle qu'il y a dans le sol est de 14%. Donc cet afflux d'oxygène une élévation, un taux nettement supérieur à ce qu'il y a dans le sol, va oxyder la matière organique. Alors l'oxydation de la matière organique, ça va permettre à l'humus de se minéraliser et de libérer des éléments nécessaires à la culture des plantes, mais ça va se faire au détriment du stock de carbone dans les sols, de l'humus, et donc les pratiques de travail du sol vont détruire l'humus et renvoyer le carbone qu'il y avait dans les sols dans l'atmosphère. Et pour comprendre l'importance de l'enjeu du travail du sol dans les émissions de CO2, il faut savoir qu'il y a 3 fois plus de carbone dans les sols que dans l'atmosphère. On parle souvent du carbone qu'il y a dans les sous-sols avec les énergies fossiles, mais en fait, dans les, on va dire, 50 cm de sol, voire les 2 mètres de sol, le topsoil, eh ben, c'est là où on peut stocker de 5-10% de matière organique à 1%, comme c'est un peu 1-2%, comme c'est la moyenne aujourd'hui. Donc là, il y a un véritable, si on veut avoir une action sur les questions des gaz à effet de serre, eh ben, ça va être comment on remet du carbone dans les sols. Donc, ça, c'est le premier impact du travail du sol. Le deuxième impact du travail du sol, quand une charrue passe, alors elles sont toujours de plus en plus profondes, c'est pour créer des bonnes structures de sol. C'est pour créer des structures aérées, puisque pour qu'une plante, elle pousse, il faut qu'elle ait une structure de sol correcte et une fertilité correcte. Le travail du sol, la charrue va détruire 90% des vers de terre qui se trouvent dans cet univers où la charrue passe. Donc, quand on passe la charrue, on détruit les vers de terre. Et les vers de terre, ils vont être responsables de la fertilité des sols. C'est ce que montrent les travaux de Marcel Boucher, où il explique que sur une prairie avec 1,2 tonne de vers de terre, il va avoir 600 unités d'azote qui vont être libérées pour les plantes, directement accessibles via le mucus que les vers de terre laissent dans leur galerie. Pour circuler, ils vont sécréter un mucus qui va être riche en ion ammonium et la plante peut absorber directement cette fertilité azotée. Donc, dès qu'on va détruire les vers de terre par le travail du sol, eh ben, on va devoir apporter une fertilité chimique, minérale. Ça va être des granulés d'ammonitrate. Et le problème avec les granulés d'ammonitrate, c'est que bien souvent, la culture ne peut pas absorber toute la fertilisation qui est apportée avec les granulés. Donc après, avec la lessivation et dès qu'il pleut, on se retrouve avec du coup des nitrates qui vont dans les nappes phréatiques avec un coût exorbitant et des points de captage qui font où on peut plus prélever l'eau puisque les taux de nitrates sont supérieurs aux normes, même si le seuil des normes ne fait que augmenter.
Et ce travail du sol, donc, il va aussi avoir un impact sur les structures de sol. Puisque la charrue, elle crée une porosité, mais cette porosité, elle va être artificielle. Je ne vais pas être exhaustif dans tous les impacts du travail du sol, mais j'ai mis les principaux. Euh, voilà, ça c'est un truc tout simple. Vous faites un slide test, vous prenez deux mottes de terre, vous les mettez dans l'eau. De ce côté là, à gauche, c'est une motte de terre d'une de mes planches de culture. Ça a été structuré par des vers de terre organiquement. Il y a plein de champignons. La motte, elle se tient. De l'autre côté, on voit que la motte se délite et on va voir toutes les argiles fines et les limons qui vont foutre le camp et du coup la motte qui se délite. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne ça, c'est-à-dire érosion. C'est la terre arable qui part. Donc, dès qu'il commence à avoir de l'érosion sur des champs, on est à un rythme d'érosion qui est 200 fois supérieur à ce que au rythme auquel les sols se reconstituent. Et certains sols perdent entre 10 et 100 tonnes de terre à l'hectare. On a fait un calcul un peu grossier dans le livre. On disait que pour produire 1 kilo de bouffe, il fallait 2 kilos de terre. Euh, et alors, du coup, ce problème d'érosion, eh ben, ça crée des problèmes en aval, les fossés, les inondations. Et voilà. Et quelque part, si l'eau, elle s'infiltre pas, elle part, et ben, du coup, ça fait les problèmes. Le corollaire, c'est la sécheresse. Et là, par exemple, là, j'ai pris deux photos. Vous voyez la photo en haut où il y a l'arbre, on dirait c'est un champ de maïs, en fait, où il a dû pleuvoir 40 millimètres. Et on voit que bah, du coup, c'est comme si c'était un parking. Le sol a été artificialisé. On parle souvent de l'artificialisation des sols. On dit qu'il y a un département français qui passe sous le béton tous les 7 ans. Mais finalement, la plupart des terres agricoles sont aussi artificialisées. Et cette photo le montre très bien. Il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus du coup toutes ces galeries qui permettent à l'eau de s'infiltrer. À titre de comparaison, de l'autre côté, on a fait un test d'infiltration d'eau sur une de mes planches de culture. Donc j'ai pris 230 mm, j'ai simulé un orage de 230 mm. 230 mm, c'est le mois le plus pluvieux, le plus pluvieux depuis 40 ans en Dordogne. Et, euh, et ce mois le plus pluvieux, eh ben, on l'a infiltré en 4 minutes. Ce qui montre que dès que vous avez ces paysages avec de l'érosion ou des sols qui absorbent plus l'eau, c'est des problèmes de pratiques agricoles, à moins de se retrouver sur la nappe phréatique, mais sinon, c'est que les sols ont perdu leur structure par travail du sol, par surtassement, par des pratiques qui sont pas adaptées. Et alors, quand on fait pousser des plantes sur des sols qui sont plus structurés, plus équilibrés, eh ben, les plantes, elles tombent malades. Alors, ben, qu'est-ce qu'on fait quand les plantes, elles sont malades? Eh ben, on va essayer de les soigner. C'est comme ça que c'est le terme employé, du coup, avec des pesticides pour essayer de sauver les cultures. En bas à gauche, là, il y a un petit graphique. C'est bon, ben, ces pesticides, c'est un problème. Du coup, ça vient du ministère de l'Agriculture entre 2009 et 2018, la quantité de pesticides qui a été utilisée. Et on voit que ça ne fait que monter. Malgré le fait qu'ils ont créé un nouvel indicateur, les NODU, qui ne prenait pas en compte les pesticides qui sont directement mis sur les graines avec les histoires de graines enrobées. C'est-à-dire que dès que maintenant, la pratique de mettre des pesticides n'est plus seulement du curatif, mais ça va être une manière systémique de dire, en préventif, je mets des pesticides directement autour de la graine qui ne sont pas comptabilisés dans le calcul des nodus et qui vont faire que toute la plante va être imprégnée de pesticides et il y a plusieurs toxicologues qui ont montré l'effet extrêmement dangereux pour l'environnement de ce type de pratique. Euh, voilà, et donc là vous avez d'un côté, malgré tous les discours qu'on entend de dire l'agriculture devient de plus raisonnable, etc., on voit que la quantité de molécules de synthèse qui est utilisée en France ne fait qu'augmenter d'année en année. Et il y a une corrélation quand même entre la courbe de la quantité de pesticides utilisés et celle du nombre de cancers.
La biodiversité sauvage n'est pas en reste, que des espèces disparaissent dans une logique d'évolution darwinienne, c'est tout à fait normal, mais le rythme auquel les espèces disparaissent, c'est extrêmement alarmant. On parle de sixième grande extinction. Les courbes de disparition, que ce soit les amphibiens, les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les insectes, tout ça, c'est des courbes exponentielles qui sont presque à la verticale. Et l'agriculture représente 80% des impacts sur la biodiversité. Donc, quand on fait des journées sur la biodiversité, quand on fait des années de la biodiversité et qu'on parle quasiment pas d'agriculture, il y a quand même un problème. Euh, voilà, donc là, c'était la biodiversité sauvage. Concernant la biodiversité cultivée, eh ben, elle aussi est en péril quelque part, puisque la plupart des variétés paysannes disparaissent au profit de variétés comme celle du joli champ hybride que j'ai trouvé sur leur site. Et d'ailleurs, c'est assez... Bien, cette photo, ça fait une belle photo. Je sais pas, la première fois que j'ai vu cette photo, on se dit c'est beau, quoi. Et en fait, c'est quelque part, ce sont que des clones et avec sans doute pas de vie dessous. Et pourtant, on nous vend du rêve. Et l'autre photo, c'est pas la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque, mais presque en fait, puisque c'est le réservoir de graines sur cette île en Norvège. Et les financeurs de ce projet de banque de semences mondiale, c'est Syngenta, un des premiers semenciers et fabricants de pesticides. Et on va avoir aussi la fondation Bill et Melinda Gates et d'autres États qui ont participé à la création de ce conservatoire. Il faut savoir que nous, on multiplie de la semence paysanne. Par exemple, si je multiplie les graines de tomates, pendant 5 ans, mes graines, elles germent bien. Puis après, de 5 à 10 ans, le taux de germination commence à diminuer. Et même en vigueur, ça diminue. Donc, faut ressemer pour refaire de la semence. C'est les logiques des conservatoires végétales. Là, visiblement, je ne vois pas comment ils vont ressemer tous les 10 ans du blé syrien ou je ne sais quelle autre variété tropicale. Le but est, à mon avis, et vu leurs financeurs, de stocker des semences de gènes pour pouvoir, grâce au génie génétique, reproduire dans le futur, si nécessaire, des OGM. Et du coup, là, il y a clairement un danger d'appropriation du vivant de par certaines firmes multinationales. Et au final, est-ce que c'est vraiment intéressant ce type d'agriculture pour les agriculteurs français? Là, c'est des chiffres de l'INSEE 2016, 22% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté. C'est une profession avec un taux de suicide extrêmement élevé. Et la cerise sur le gâteau, c'est tout le discours de l'agro-industrie qui dit ah oui, mais on fait ça pour nourrir tout le monde. Mais le discours des ONG, c'est qu'il y a quand même une personne qui meurt toutes les 4 secondes parce que elle n'a pas à bouffer. Donc en fait, on peut produire des calories pour tout le monde, mais si on n'a pas le pouvoir d'achat, ça reste que on va finir par crever la dalle. Donc voilà. Et donc, si je reprends, quelle est la logique? C'est toujours cette agriculture qui considère le sol comme un substrat, où on va du coup planter des plantes, on va les fertiliser avec des engrais, et tout ça, on est dans un cycle de minéralisation, de dégradation des sols, et du coup de perte d'humus avec des dégagements de CO2. Mais ça, c'est quand même paradoxal parce que si on reprend un petit peu l'histoire de ce qu'était la Terre, à un moment, la Terre, c'était quoi? C'était un caillou rocheux avec des océans dans lesquels il y avait des algues et des mycètes, des champignons qui ont colonisé le rocher. Puis les algues sortent, elles font une symbiose avec les champignons et elles vont créer les premiers lichens. Puis la décomposition des lichens va amener au mousse et ainsi de suite. Il suffit de voir finalement si vous avez une toiture ou un muret. Finalement, on va voir que sur quelque chose qui était bétonné, on va avoir du sol qui va se créer. De manière naturelle, les plantes créent les sols. Si on a des sols aussi riches, eh ben, c'est bien grâce aux plantes. Et pourtant, paradoxalement, quand l'homme fait de l'agriculture, c'est-à-dire qu'il fait pousser des plantes, eh ben, il va créer des déserts. Donc, de ce constat-là, on se dit, mais pourquoi on ne ferait pas de l'agriculture de la même manière que la nature fait pousser des plantes?
Alors, qu'est-ce qui se passe dans la nature? Ben, on voit que dans la nature, ben, on va avoir toujours des sols qui vont être recouverts par du végétal. Et les sols ne vont jamais être travaillés ou retournés. Où c'est vraiment marginal, c'est un sanglier qui passe, un glissement de terrain, mais on voit que c'est pas des pratiques systématiques et régulières sur tout un territoire. Et la plante, ça va être quelque part une invention de la nature extrêmement bien faite qui va capter l'énergie solaire grâce à la photosynthèse et grâce à la photosynthèse la transformer en énergie biochimique, des sucres, des lipides et bref, tous les composants et en même temps capter le carbone de l'air, le CO2 de l'air pour en faire des chaînes carbonées. Et c'est la plante du coup qui crée les sols, donc c'est la plante qui nourrit l'écosystème sol. Donc, si on veut remettre de la fertilité dans nos sols, eh ben, il faut refaire pousser des plantes pour les laisser au sol. Il faut ramener, on peut aussi ramener du broyat de déchets verts, c'est ce qu'on a fait pas mal parce que c'est facile. Tous les déchets organiques des villes, eh ben, on peut les ramener sur les champs et on peut aussi planter des arbres. Donc, si on fait ça, c'est ce qu'on en fait, c'est l'expérience qu'on a fait à la ferme. On a récupéré beaucoup de matière organique et on les a balancées sur le sol pour voir si on arrivait à recréer de la fertilité de cette manière-là. Alors, là, imaginez, vous avez une parcelle de 1400 mètres carrés, vous y mettez 20 centimètres de broyat de déchets verts. Quelques mois après, vous mettez une bâche d'ensilage que vous avez récupérée. C'est ce qu'on a fait, un patchwork qu'on a agrafé. Et à un moment, au mois d'avril, au mars plutôt, on est venu faire des trous dans la bâche, un trou tous les mètres carrés. Et au mois de mai, on est venu mettre une graine dans chacun des trous. Voilà. Du coup, je suis venu mettre une graine de potimarron. Bon, j'ai mis ça de broyat. Mon broyat, il est un petit peu diminué sous la bâche. Et je viens mettre ma graine. C'est un peu délicat, mais je viens la mettre, j'essaie de la mettre quand même dans le sol. C'est des grosses graines, elles arrivent à passer à travers la bâche. Et donc, voilà la culture qui va pousser. Donc là, entre le moment où j'ai planté la graine, à ce moment-là, je viens faire un tour sur la parcelle pour venir désherber si au niveau du trou de la plantation, il y a d'autres mauvaises herbes, entre guillemets, des herbes qui pourraient concurrencer la culture, qui veulent pousser. Donc du coup, on fait un désherbage et voilà ce que ça donne, quoi. Et donc là, après, ben, la prochaine étape, ça va être la récolte. Donc là, sur cet itinéraire de culture, il n'y a pas eu de travail du sol, il n'y a pas eu de fertilisation azotée, il n'y a pas eu d'irrigation. Faire des légumes en Dordogne sans irrigation par des années de sécheresse, ça paraît impossible. Non, ça ne l'est pas. Et tout ça sans aucun traitement. Et là, au niveau, sur les 1400 mètres carrés, on a produit à peu près 6 tonnes de potimarron. Ça veut dire qu'on est sur des niveaux de production et de rendement équivalents à ce qui se fait en agriculture conventionnelle avec toute la fertilité, tous les travaux du sol et toutes les problématiques que ça engendre, de nombreux intrants. Et voilà, des fois on est un petit peu plus bas, mais c'est qu'on n'arrose pas. Si on arrosait, on pourrait augmenter la production. Bon, j'ai mis plusieurs photos de certains Indiens. C'est pas vraiment pour faire l'apologie de dire je cultive bien les légumes. C'est juste pour vous montrer une question de photo avec qu'on se représente qu'on n'est plus à l'échelle du jardinier avec ses 10 mètres carrés pour nourrir sa maison. Mais quand on fait 6 tonnes de potimarron, on peut nourrir des collectivités. Quand on fait des champs de patates douces avec ces rendements-là, eh ben, on sort des grosses quantités. Et donc, ces pratiques sont clairement une alternative à une certaine échelle, certes, mais à une échelle territoriale pour notre mode de produire, en tous les cas, des légumes. Donc là, ben, pareil, les patates douces, pas de travail du sol, pas de fertilisation azotée, pas d'irrigation et pas de traitement. Ouais, quand on a sorti les tubercules de 10 kilos, il n'y a pas de... Quand on dit sur la question de la fertilisation, si vous avez des vers de terre,
eh ben, ça produit suffisamment de fertilité. On ne peut pas produire autant s'il y a pas suffisamment de fertilité azotée. Et cette fertilité azotée, elle n'est pas nécessairement à être apportée par ou des granulés d'ammonitrate ou du fumier ou des lisiers. Ça peut simplement être des résidus carbonés comme du bois, des feuilles qu'on dépose sur un champ et qui vont nourrir des populations de vers de terre. Et si on ne travaille pas les sols, eh ben, les populations, elles sont là et elles jouent leur rôle de structuration des sols et de fertilisation des plantes. On peut poser une question. Oui. Et le phosphore, il est apporté comment? Alors le phosphore, bien souvent, quand il y a des carences en phosphore, c'est alors, des fois, il n'y a pas de phosphore, mais bien souvent, le problème du phosphore, c'est qu'il n'est pas accessible à la plante. Et pour que la plante accède au phosphore, eh ben, c'est les champignons qui sont qui permettent d'aller attraper le phosphore et de le distribuer à la plante. Et donc, dès qu'on va avoir du travail du sol, on va couper les réseaux mycéliens. Donc, ben, ça limite. Dès qu'on va mettre des engrais azotés, on va les détruire. Dès qu'on va mettre du superphosphore, eh ben, le champignon, il a plus de raison d'être. Dès qu'on va mettre des fongicides, on va tuer les... Et en fait, par les pratiques agricoles modernes, on va faire disparaître les champignons des sols. Et les champignons sont leur rôle, c'est vraiment de distribuer les éléments minéraux, dont le phosphore. Et dans la plupart des roches, bah, le champignon, il va dissoudre la roche beaucoup plus rapidement. La biologie dissout les éléments minéraux de la roche ou même des grains de sable beaucoup plus rapidement que l'érosion mécanique. Donc, nous, on n'a jamais rajouté de phosphore et il n'y a aucun problème de fertilité. Voilà, ça c'est pareil, ça c'est un champ de pommes de terre. On peut produire des tonnes de pommes de terre avec ces pratiques-là, même si ça fait beaucoup de travail, puisqu'à chaque fois à chaque fois, c'est une pomme de terre qui a été plantée à la main et après une bâche à enlever, à ramasser. Mais d'un point de vue du niveau de production et de la qualité de production, il n'y a rien à dire. Pareil pour de la carotte. Donc voilà, je ne veux pas vous faire tous les légumes, mais c'est pour ça on a fait pas mal de vidéos justement sur notre site où on filmait les champs pour que les gens puissent y croire même. Et pour ma défense, les vidéos ont été postées il y a 6 7 ans, les premières, donc il n'y avait pas encore ces IA qui pouvaient simuler des faux champs et des fausses récoltes. Euh, alors ça, c'est une explication de dire comment ça se fait que ça marche, quoi. Parce que la plupart des gens vont me dire non, ça marche pas. Bon, alors, c'est pour ça qu'on voulait le filmer, et qu'on était content de montrer ce qu'on faisait parce que c'est contraire à tout ce qu'on a pu enseigner dans la plupart des écoles d'agronomie. Là, je me réfère aux travaux d'Olivier Husson, qui est docteur en physique, chimie, en chimie des sols, je sais plus exactement. Bref, il a fait sa thèse sur tout ce qui est chimie redox dans des milieux, on va dire, aérobiques. Puisque finalement, la chimie redox, on connaît bien ça sur les cultures de riz. C'était des milieux anaérobiques. Mais en fait, l'apport qu'il a fait a été de l'apporter dans des milieux où il y avait de l'oxygène. Et là, ce qu'il montre sur ce graphique, c'est en bas, vous voyez le niveau, le pH, indicateur qu'on a l'habitude de voir en agriculture. Et donc, le pH, ça me montre à peu près la disponibilité du milieu en protons H+. Grosso modo, c'est est-ce que c'est acide ou basique? Et, et après, il y a un autre axe qui est celui du niveau redox, qui est le niveau d'oxydation. D'un côté, on va avoir un axe oxydé et l'autre axe et l'autre partie de l'axe, l'autre extrémité de l'axe, ça va être un niveau réduit. Et il montre que quand les sols sont équilibrés d'un point de vue redox pH, c'est-à-dire pas trop acide, pas trop basique, du moins neutre, et pas trop oxydé, pas trop réduit, et ben là, les plantes ne vont pas être carencées
et non plus il va pas avoir de polluants. Euh, Juste un point intéressant, c'est qu'il peut avoir, et là c'est un peu critique, c'est qu'en fait, quand sur euh, l'agriculture biologique est définie par le fait de ne pas utiliser de produits de synthèse chimique. Mais ce que montre le travaux d'Olivier Husson, c'est que par exemple, dès que vous avez des conditions de sol dégradées, eh ben, il peut avoir des pollutions avec des éléments naturels comme des métaux lourds qui vont se mettre en solution dans le sol et qui vont créer des aliments de mauvaise qualité. Bref. Euh, La chimie redox, c'est important pour la plante. La plante, elle doit absolument stabiliser des conditions de vie dans son sol qui lui soient favorables. Vous voyez cette courbe qui, comme ça, eh ben, le maximum de production, le haut du sommet de la courbe, c'est dû à un certain niveau redox. Si les conditions de sol sont bonnes, la plante va donner son maximum de production. Euh, Voilà, là, il y a toutes les sources de publication de ce type d'informations. Une plante peut envoyer entre 5 à 80% de sa production photosynthétique dans son système racinaire pour stabiliser les conditions de son milieu. Elle va nourrir des champignons, qu'elle en mette un peu, c'est normal, ça permet justement de faire vivre tout l'écosystème sol. Mais on comprend bien qu'une plante qui met 20% ou 10% de son énergie sous forme d'exudat racinaire dans le sol pour nourrir tout un microbiote, c'est bien différent qu'une plante qui va mettre 80% de son énergie pour essayer de survivre. Donc c'est peut-être là où on devrait mettre l'accent si on voulait augmenter les niveaux de production, c'est en restaurant la fertilité des sols et non pas en essayant de créer des OGM ou des hybrides avec des potentiels théoriques, génétiques de production extrêmement élevés, mais qui de toute façon ne peuvent pas être euh, où on n'arrive pas dans les champs à produire, à réaliser le potentiel génétique qu'ils ont. Et pourtant, on continue à subventionner massivement ce type de recherche, alors que là, il y a vraiment un levier d'augmentation de la production agricole qui est énorme, surtout, surtout dans, j'allais dire, surtout dans les pays en voie de développement. Et donc les semences paysannes, ça marche très bien. Ça peut être aussi beau, ça peut avoir du goût. C'est pas Monsanto qui a créé le maïs, ça a été les Aztèques et les Incas, les Aztèques plutôt qui ont, non pas les Aztèques, mais les Mayas qui ont sélectionné patiemment du maïs et qui ont fait d'un épi sauvage de maïs des trucs énormes. Et que finalement, qu'est-ce qu'a véritablement apporté ont véritablement apporté les firmes de biotech, à part de s'approprier les séquences de génome, je ne sais pas. Et sur la qualité des productions de ce qu'on sort à la ferme, eh ben, ce qu'on a pu mesurer de manière très facile, ça a été le niveau du Brix. Le Brix, c'est quelque part le taux de sucre qu'il y a dans... C'est ce que utilisent les vignerons pour savoir quand est-ce qu'il faut vendanger. Mais si vous prenez un oignon, vous le pressez au pressail, vous faites tomber une goutte et vous voyez le niveau de sucre. Et ben plus avec des pratiques, on va dire, sur sol vivant, pas de travail du sol, et beaucoup de vers de terre parce qu'on a nourri les sols avec du carbone, eh ben, on va avoir des aliments avec des taux de Brix de 20 à 30% supérieurs. Et il en est de même pour ce qui est des taux de matière sèche des légumes. Donc les taux de matière sèche, eh ben, ça va être des minéraux, quoi. Donc en fait, ça fait aussi des aliments plus nutritifs. Et, et et aussi, mais ça on n'a pas pu le mesurer parce que ça coûte trop cher, mais on le voit très bien quand on voit les couleurs, quand on voit le goût, ce type de légumes n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans un supermarché. Et Et c'est vrai que sur la question de la biodiversité sauvage, la plupart du temps, on a vu que l'agriculture était responsable de 80% de la destruction de la biodiversité sauvage. Donc on dit si on veut préserver la biodiversité sauvage, il faut faire des zones préservées où il n'y a plus personne et on préserve la nature. Mais en fait,
avec une autre manière de cultiver. Tous ces animaux, c'est des animaux qui sont sur la ferme. Et en fait, le fait d'avoir remis de la matière qui est plein de vers de terre, qui est plein d'insectes, qui est plein d'oiseaux, en fait, il y a beaucoup plus de biodiversité sur notre ferme, puisqu'il y a un milieu qui est beaucoup plus complexe avec des mares qu'on a créées, etc., que dans la forêt à côté. Et donc, si on veut préserver de la biodiversité, eh ben, il faut repenser en fait notre relation avec le sauvage. Et ça reprend un petit peu les thèmes qu'on peut voir chez Baptiste Morisot. Donc voilà le bilan à peu près. En 2010, moi, je suis arrivé en 2008 à la ferme, mais sur les premières analyses de sol, ça a été en 2010. Donc en 2010, les sols, c'était des sols de coteaux peu fertiles, 1,4 de matière organique, mauvaise terre, on va dire. Maintenant, 10 ans après, maintenant c'est encore mieux, mais là, après les analyses, 8,8 de matière organique, des sols avec une excellente structure, vous mettez une graine et ça pousse. C'est magnifique, quoi. La plupart, tout le monde qui vient sur la ferme et qui met la main dans le sol, ils me disent comment c'est génial d'avoir des sols comme ça, mais en fait, c'est juste avec des bonnes pratiques. Et là, on a mis beaucoup de matière organique, du coup, ça allait vite. Et bien, on peut totalement transformer n'importe quel sol en des sols extrêmement, extrêmement fertiles qui vont stocker énormément de CO2. Et pour finir, juste sur l'argument du CO2, gagner 7,4 points de CO2 dans les 30 premiers centimètres du sol, on n'a pas mesuré en bas, mais ça a dû forcément stocker plus bas, mais bon, on prend l'hypothèse la plus petite, ça fait quand même 514 tonnes d'équivalent CO2 séquestré à l'hectare. On cultive 10 hectares, ça fait plus de 5000 tonnes de CO2 qu'on a stocké à la ferme. Je ne sais pas quelle entreprise française peut se targuer d'un tel bilan carbone, quoi. Voilà. Et puis, voilà, du coup, ça finit sur des questions de quelle agriculture on veut. D'un côté, on voit la photo qui montre la logique du substrat, et c'est le paradigme dominant. C'est comme ça qu'on considère les sols, et c'est, à mon avis, la raison principale, à mon avis, pour laquelle on a cette agriculture qui fait autant de dégâts. Et d'un autre côté, dès qu'on commence à considérer le sol comme un sol vivant, eh ben, on va avoir d'autres pratiques, une autre approche. Et là, de ces sols pauvres, on peut en créer véritablement des jardins d'Éden. C'est vraiment le végétal, c'est juste magnifique de voir des plantes pousser, de voir le potentiel qu'elles ont. Et ça, c'est vraiment très réjouissant. Et ça apporte, c'est une excellente nouvelle. Et finalement, c'est une question de paysage, mais c'est aussi une question de qu'est-ce qu'on a envie de manger. Est-ce que vous voulez manger des pommes avec 36 traitements dessus en moyenne, ou est-ce que vous voulez manger une vraie tomate de saison? Je pense qu'à ces deux questions, on répondrait tous la même question, on aurait tous la même réponse. On voudrait des sols vivants avec des légumes sans pesticides qui soient pas traités. Et pourtant, c'est pas l'agriculture pour laquelle qu'on subventionne. Et puisque cette agriculture, elle ne tient que par nos subventions, on peut se poser la question de vraiment, est-ce qu'on est vraiment raisonnable, rationnel, ou est-ce qu'on n'a pas un peu perdu la raison? On va poser à la question, mais avant, j'ai oublié de dire que votre ouvrage avait été préfacé par Miguel Benassayag, donc le philosophe bien connu. Est-ce que tu souhaiterais intervenir en premier après cette présentation? Oui, oui. Au fait, bon, moi, sincèrement, quand on présente un bouquin qu'on a préfacé, en général, on parle bien du bouquin, etc. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Moi, je suis absolument admiratif du travail, du bouquin, du savoir, non? Pourquoi? Parce que, à vrai dire, moi, je travaille depuis très, très, très longtemps par rapport à la crise de la culture du monde occidental, le monde de la séparation, les mondes, comme on dit, problème-solution linéaire, les mondes exposés par Descartes qui nous proposait de devenir maître et possesseur de la nature, non? Alors, effectivement, l'Occident, ce n'est pas un bloc. Il y a eu une production des savoirs, des connaissances, des choses, la culture, etc.,
On ne peut pas faire un bilan de toute une époque et d'une civilisation, mais c'est vrai que l'Occident, depuis maintenant grosso modo un siècle, s'est trouvé avec ce qu'Edgar Morin a théorisé comme la complexité. Et la complexité, moi en discutant avec Morin, justement, on parlait, on disait, la complexité, ce n'est pas une théorie, la complexité est l'émergence d'une force matérielle. Une force matérielle. C'est quoi cette force matérielle? Cette force matérielle est la force matérielle des ça ne va plus. Il y a quelque chose qui ne va plus. C'est-à-dire, ces mondes de la séparation, ces mondes décrits par la physique newtonienne, non? Un monde dans lequel il y a des objets isolés les uns des autres qui ont des rapports d'extériorité, ce monde-là est un monde qui, dans une certaine mesure, et juste un certain point, existe et fonctionne, mais le problème, c'est qu'à un certain moment, effectivement, ces pratiques conquérantes, viriles, de domination, ont fini par trouver sa limite. Sa limite, c'est ce qu'on étudie sur le monde de l'Anthropocène, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette modification de la planète, de la Terre, du fond des océans, jusqu'à tous les êtres vivants, l'atmosphère. C'est-à-dire que cette puissance extractiviste, productiviste, technologique de la modernité a trouvé ces paradoxes dans lesquels sa force était sa faiblesse. C'est-à-dire que la force conquérante, la force modificatrice, comme ça, à la volonté du sujet humain qui se voulait séparer de la nature qu'il traitait en objet, eh bien, cette force-là, elle a trouvé une limite. Cette limite-là, effectivement, était la limite qui a continué à agir comme si on pouvait séparer les objets, séparer les processus et agir sur les processus de l'extérieur. Eh bien, la destruction devenait plus grande que la production, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça qu'on parle de la complexité comme l'émergence d'une force matérielle, dans le sens auquel, effectivement, il s'est passé quelque chose qui n'est pas une théorie, est un constat empirique. Si on continuait à produire, à travailler comme ça, à extraire, à modifier, en se considérant comme extérieur au monde dans lequel on habite, eh bien, ce qui s'est passé, c'est ça, tout bêtement, qu'on n'a pas pu empêcher cette chute, cette destruction dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui menace la vie sur la planète, qui menace la vie en tous les sens. Alors, Benoît et Alexia, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une pratique concrète, 17 ans pour Benoît, 4-5 ans pour Alexia dans la ferme. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, et si on partait de l'hypothèse autre, de qu'il y a des cycles, il y a des régulations, et que ces régulations, ces cycles-là, ce n'est pas ce qu'il faut abolir pour accélérer le productivisme, pour devenir encore plus maître et possesseur de la nature. Qu'est-ce qui se passe si on essaye de retrouver, après tout, cette sagesse, non? Qu'est-ce qui se passe si on essaye de parier à dire, bon, mais est-ce que c'est possible de revenir vers des rites, des rythmes, dans lesquels, effectivement, tout à coup, l'homme, l'humain, n'est plus le sujet extérieur de la nature, sinon qu'il est absolument dedans. Et comme dirait Spinoza, l'homme n'est pas un empire dans l'empire. Et voilà. Alors, nous, on est, justement, on parlait avec Alexia et Benoît, non, tout à l'heure, je disais, on est dans une époque dans laquelle c'est absolument massif, ce constat de qu'on doit renouer avec la nature, avec les cycles, n'est-ce pas? Alors les gens vont les dimanches embrasser les arbres, ou ils méditent. Mais il y a des pratiques concrètes dans lesquelles cette idée qu'on n'est pas maître et possesseur et on n'est pas un empire en empire est une pratique dans laquelle signifie, qu'est-ce qu'il dit Spinoza quand il dit on n'est pas un empire en empire? Il dit on est soumis aux mêmes lois de l'existence, de tout l'existant, hein? L'égalité de toutes choses. C'est-à-dire, il y a une égalité de toutes choses dans le sens qu'on n'est pas un empire, on n'est pas extrait. Et alors,
en général, on a une idée, tout le monde se rend compte que les limites n'étaient pas des bornes, comme dirait Kant, non? C'est-à-dire traiter les limites comme des bornes, c'est-à-dire comme des choses à abolir, produit la destruction. C'est-à-dire qu'il y a des limites qui ne sont pas des limites limitantes, mais qui sont des limites protecteurs. Alors, tout le monde se rend compte de ça. Tout le monde se rend compte qu'on a trop traité les limites comme c'était des bornes, hein, et on a produit la destruction. Bon, alors, tout le monde se rend compte de ça. C'est la panique, et effectivement, on se rend compte qu'il y a quelque chose, c'est vrai, ce que vous montrez dans les bouquins, là, la courbe, c'est vrai qu'il y a une courbe isomorphe entre la production et les cancers, la croissance et les cancers. Hein. Et alors, donc, effectivement, cette destruction. Alors, tout le monde se rend compte de ça. Aujourd'hui, j'ai entendu à la radio sur RFI, c'est drôle parce que ils disent « Ah, on a une bonne nouvelle ». Alors maintenant, effectivement, quand il y a une bonne nouvelle, et ils l'annoncent, non? Et la bonne nouvelle, c'était que l'Inde et la Chine, par substitution de la production d'électricité par le solaire, l'éolien, je ne sais pas quoi, massivement, ils avaient réduit pour la première fois significativement la production de CO2. Alors, tout le monde se rend compte. Alors, et quoi, les Chinois sont devenus des sages, ou les hindous, bon. Non, la question c'est que rien ne va plus. C'est-à-dire que même les puissants, les grands propriétaires, ceux qui détruisent la planète parce que dans un désir fou de pouvoir, eh bien, ils se rendent compte que, bon d'accord, il y a quand même des limites. La tendance générale face à ces constats de limites, la tendance générale, c'est la folie totale. C'est-à-dire de dire, on va aller encore plus loin. Hein? C'est-à-dire, si ce travail du sol, par exemple, rend imperméable le sol, rend le sol mort, etc., on va trouver la formule technologique pour rendre la vie au sol. C'est plus profond. Chaque fois plus profond, par exemple, exactement, ou des formules chimiques, bon, voilà. Alors, cette tendance, elle va continuer, elle est très puissante, mais, sans être moi quelqu'un d'un optimisme délirant, quand même, on se rend compte que même les puissants, même, ils commencent avec peine, parce que ça leur fait mal, effectivement, à se rendre compte que pas toute limite était une borne à abolir. Ils commencent à se rendre compte. Or, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? De l'autre côté, il y a les gens comme Alexia et Benoît qui vraiment acceptent de sortir de cet exil auquel l'être humain s'était condamné, non? L'exil d'être un sujet extrait du monde qui veut dominer le monde. Non? Et en général, pour nos contemporains, cette prise en compte des limites prend l'air toujours triste. C'est une privation, c'est-à-dire, bon, je ne peux pas jouir comme un cochon, je ne peux pas continuer à consommer, à faire n'importe quoi, mais ça a toujours des côtés limitatifs. Ce que les gens comme Benoît et Alexia font, c'est une expérience tout à fait différente. Ils font l'expérience de quel nouveau possible s'ouvre si on est à une certaine syntonie avec les régulations, les cycles, les rythmes, n'est-ce pas? Et ça, de mon point de vue, c'est une expérience fondamentale. C'est une expérience fondamentale parce que c'est une expérience concrète, dès que... parce que, par exemple, quand il y a Pierrot qui vous dit « Ah, depuis que je médite, que je ne mange plus de viande, ou que je fais le salut au soleil le matin », c'est-à-dire qu'il réintroduit dans sa vie un tout petit peu de rituels, par exemple, non? Mais je me sens mieux. Bon, il n'y a pas à nier, je me sens mieux. Mais c'est important quand même les expériences intensives, comme celles que vous faites, dans lesquelles on dit, dès qu'on a un autre rapport avec notre vie, avec notre quotidien, eh bien, et c'est possible de produire plus et mieux, et c'est possible de faire partie de la nature en train de se protéger. Donc, c'est cette différence que faisaient les gens à Notre-Dame-des-Landes, que nous ne défendons pas la nature, nous faisons partie de la nature en train de se défendre, n'est-ce pas?
Alors, sincèrement, voilà, je ne parle pas bien d'un bouquin que j'ai préfacé. Je suis admiratif et heureux vraiment de voir des expériences comme la vôtre. Toi, tu es devenu, tout à l'heure tu me disais, tu dis qu'avec Bastien Gagny dans le séminaire, vous dites il faut agir pour connaître. Je disais oui, absolument. C'est ce que tu as fait. Toi, tu es un exemple de ça, c'est-à-dire tu n'es pas un ingénieur agronome qui est arrivé dans une ferme. Toi, dans la pratique, tu as appris un tas de choses que, je ne sais pas, ça vaut bien un doctorat ingénieur en agronomie, n'est-ce pas? Et ce que tu as appris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une opposition là obscurantiste, n'est-ce pas, de dire « Ouh là là, attention, il faut respecter les traditions ». Pas du tout, il y a une articulation très très réussie que vous faites, non, entre des savoirs scientifiques, c'est-à-dire c'est là où il n'y a pas un anti-scientisme, un anti-lumière, une articulation très très bonne et nécessaire entre des savoirs scientifiques et des possibilités alternatives. Et c'est pour ça aussi que votre travail pour moi il est très très important, parce que nous, ceux qui sommes du côté de l'écologie, d'une gauche, de la recherche en justice sociale, on a perdu ce que vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu, on a perdu ce que moi j'ai connu, l'époque dans laquelle la gauche critique était sérieuse et être de droite, c'était être un rigolo profiteur. Aujourd'hui, on a perdu ça, on a perdu l'imaginaire et le sérieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, être de gauche, critique, écologiste, c'est être un peu bête, gentil, mais pas efficace. Et pour moi, dans ma pratique concrète, dans la pratique du monde collectif, ce que nous faisons avec les hommes et les femmes qui font partie du collectif et les contacts, notre objectif, c'est récupérer les sérieux pour l'alternative. C'est-à-dire, comme tu as fini dans ton exposé, montrer que peut-être c'est majoritaire, mais c'est une folie, ce qu'on a en face. Et c'est important de récupérer ces sérieux. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup aimé votre travail, et je suis très admiratif par le long travail de tous les jours, non, dont je serais incapable de faire. C'est-à-dire que c'est un travail qui, justement, est un travail intensif et que, justement, je crois que personne ne peut dire que ce que vous faites, les formations que vous faites pour des jeunes personnes qui veulent faire l'expérience comme vous, ce que vous écrivez dans votre chaîne, que je ne connais pas encore, mais ce que vous m'avez raconté, ce que vous faites dans la chaîne, eh bien, ce que vous faites, c'est de dire il y a du sérieux qui est dans l'alternative. Et ça, je trouve que c'est fondamental. Tu vois, je trouve que c'est fondamental. Alors, effectivement, en discutant, non, il y a un côté dans lequel je disais, il faut faire attention parce que une vie dans une recherche alternative est une vie dure, mais elle ne doit pas être une vie de souffrance. Non, moi, mon expérience de vie avec tout ce que j'ai vécu et passé, je considère que ma vie était et reste dure par rapport à tout ce que j'ai fait, mais ce n'est pas une vie de souffrance, c'est une vie de joie, n'est-ce pas? Alors, le problème, c'est ça, c'est-à-dire que beaucoup de copains, des copines, des jeunes qui vont vers l'alternative, qui vont vers les champs, vers l'agriculture, ils risquent de glisser, je parle en italien, de glisser vers la souffrance, n'est-ce pas? C'est-à-dire de la dureté à la souffrance. Alors, qu'est-ce qui nous protège, qu'est-ce qui nous vaccine de ce dérapage vers la souffrance? C'est comprendre vraiment la puissance qu'on est en train de déployer et quel est l'objectif. Et c'est là où moi je pense qu'on est dans une époque, et ça je vous l'ai dit comme pour vous, en tant que vétéran de l'alternative et de la résistance, c'est important de savoir quel est l'objectif. Si, comme beaucoup de gens, vous pensez que l'objectif est l'extensif, c'est-à-dire que beaucoup de gens comprennent et que beaucoup de gens puissent aller dans votre sens, vous allez vers la souffrance. Parce que ce n'est pas l'époque. C'est pas l'époque. C'est-à-dire, c'est pas l'époque. On est dans une époque dans laquelle des millions de personnes voient les dangers, des millions de personnes veulent un autre rapport avec le réel, avec le monde, mais ce n'est pas encore l'époque dans laquelle des pratiques alternatives peuvent mordre, n'est-ce pas? Alors, moi, je pense que votre fonction, ma fonction, la fonction de beaucoup de gens qui font dans différents domaines, c'est une fonction intensive. C'est-à-dire montrer que c'est possible. Quand tu parlais, je me disais,
à l'école d'agronomie, qu'est-ce qu'il dirait d'un exposé comme les vôtres, tu vois? Qu'est-ce qu'il dirait? C'est-à-dire les contacts avec les futurs agronomes, tu vois? Moi, je pense que la fonction, c'est ça. La fonction aujourd'hui, c'est montrer intensivement que c'est possible, l'étayer, montrer ce sérieux-là et confronter. Tu vois, par exemple, je vous dis comme ça, non, encore des vétérans à bleu, non? Bon, toi, tu n'es pas tout à fait bleu, tu as 7 ans d'expérience. Mais, par exemple, moi, je travaille beaucoup, depuis des années, dans la singularité du vivant d'un point de vue biologique et épistémologique. Mais ma préoccupation est toujours quoi? Et non pas d'avoir raison dans mon coin. Ma préoccupation, c'est de confronter avec des biologistes, avec des gens qui sont dans des pratiques concrètes, etc., de confronter ces hypothèses. Alors je pense que le moment est celui-là, vous comprenez? De confronter les hypothèses, de construire ça solidement, et les côtés extensifs, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décider. On ne peut pas décider, non? On ne peut pas agir là-dessus. Mais c'est sûr que, bon voilà, alors comme c'est pas un prix de consolation, mais c'est le premier prix, c'est-à-dire ce que nous avons, nous, que nous partageons, c'est une vie plus pleine, plus intéressante, plus vie, n'est-ce pas? Alors, et je dis ça, j'insiste beaucoup de ça, parce que je sais, pendant quelques années, il y avait à Avignon, non, une réunion avec des alternatives de la région, et moi je venais parler avec les alternatives, et il y avait toujours cette question que souvent il y avait une grosse bonne volonté de la part des citadins qui allaient et s'installer. Je me souviens des cas, je ne me souviens pas où est-ce que c'était là, mais bon, exactement, je vais me rappeler, mais des jeunes qui étaient dans des petites tentes et que les enfants avaient froid, donc c'était non viable. C'était non viable. Je crois qu'il faut faire très attention, parce que quand on développe une pratique alternative et qu'on n'est pas assez sérieux comme pour la rendre vivable, on vaccine les systèmes. C'est une force pour les systèmes, parce que les systèmes disent, tu vois, tu as voulu te libérer et tu as fini comme une merde. Non? Alors c'est pour ça que c'est très important. Alors votre bouquin est un bouquin fantastique, parce que moi effectivement je viens de Buenos Aires, je vis à Paris, vous imaginez, comment on plante, comment on fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire comment on fait les choses, non? Comment on fait concrètement. Mais c'est faire concrètement que moi je ne ferai pas, c'est faire concrètement, pour moi c'est très important, parce que ce sont des expériences concrètes de sagesse. Mais comment on fait pour planter ça? Comment on fait pour planter ça, entrer dans les cycles, et que pas seulement entrer dans les cycles de la régulation ne soit pas une voie de croix dans laquelle Saint-Pierre nous attend, sinon que c'est une voie de vie. Non? Alors bon, voilà, j'avais un tas d'autres commentaires à faire par rapport à votre non-dogmatisme, non, votre ouverture, comme ça. Je ne sais pas, il y a un point dont tu parlais là, la plante produit la terre. Il y a peu de gens qui savent que la plante produit la terre. Il y a peu de gens même qui savent que les vers des terres fabriquent la terre. Mais par exemple, l'exemple que vous donnez de que la forêt produit la pluie, il y a encore moins de gens qui savent que la forêt qui a besoin de la pluie, dans le sens, vous voyez, la pensée moderne, non linéaire, la forêt a besoin de la pluie, il n'y a pas de pluie. Non. Plus tu laisses la forêt exister, plus la forêt, dans des cycles complexes, non, de régulation, d'autorégulation, produisent la pluie. Alors, sincèrement, c'est un livre de sagesse. C'est un livre de sagesse, c'est une pratique de sagesse joyeuse, n'est-ce pas? Et bon, voilà, moi je suis très très content, parce que c'est, voilà, vous voyez, c'est-à-dire, c'est comme tout à coup, tu rames toute ta vie en disant c'est possible, à chaque fois que je trouve des gens qui dans la pratique montrent que c'est possible, bah, c'est une joie. Une question. Juste l'apport donc d'un humus simplement sans cultiver la terre, donc une terre simple qui était anciennement peut-être même polluée, peut-être, d'une certaine façon, ça suffit pour donner donc
la vie donc aux plantes. En fait, ce qu'il faut déjà, qu'est-ce qu'on entend par humus? Est-ce qu'on apporte du compost? Là, on n'apporte pas du compost. Faut bien que dans le cycle naturel, c'est des feuilles, des brindilles qui tombent au sol, et c'est ça qui va être la nourriture des vers de terre. Parce que là, je parle du ver de terre parce qu'il est vraiment emblématique et surtout extrêmement important dans le rôle et le fonctionnement de nos écosystèmes. Donc du moment qu'il y a de la nourriture et qu'on arrête de tuer des vers de terre, les populations de vers de terre, au bout de 2-3 ans, elles reviennent et après elles structurent les sols et elles créent de la fertilité. Donc tout dépend après, la question du temps qu'il faut pour remettre en vie un sol, ça dépend du niveau de dégradation du sol et après de la quantité d'énergie qu'on va rapporter à ce sol pour le remettre en vie. Mais quand je dis je rapporte 20 cm de broyat de déchets verts, c'est énorme parce que c'est l'équivalent de 600 tonnes de broyat de déchets verts à l'hectare. C'est des quantités, c'est des dizaines d'années de production de biomasse d'un écosystème productif comme une forêt. Donc effectivement, dès qu'on regarde l'apport de la quantité de broyat qu'on a apporté ou qu'on peut apporter sur un sol, d'un point de vue thermodynamique, qu'on voit la quantité d'énergie qu'on amène au système, ça paraît évident, avec cette logique-là, que le système il va se remettre, il va exploser en productivité, puisque finalement, ce qui fait fonctionner, c'est l'énergie, quoi. Alors c'est du broyat, c'est pas du terreau. C'est du broyat. D'accord. Est-ce qu'un apport minéral comme du chlorure, de magnésium, qui donne la tonicité donc aux plantes, par exemple, pourrait être, disons, apporter quelques éléments pour assainir notamment? Du moment qu'on apporte, en fait, on peut avoir plein d'éléments nutritifs dans un sol et les plantes qui sont carencées de cet élément. Si les conditions de sol ne sont pas bonnes, il suffit simplement de faire de la chimie redox avec des diagrammes de Pourbet pour voir que certains éléments ne sont accessibles que sur certaines plages pH redox. Et que dès qu'on sort des plages, eh ben, c'est énormément d'énergie que la plante va devoir injecter dans son système sol pour nourrir des machins et récupérer les éléments. Donc en fait, apporter un élément, oui, s'il y a une carence véritablement, mais la plupart des carences sont dues à des déséquilibres de sol. Quand vous avez de la matière organique sur le sol, vous n'avez pas les problèmes de plastique à l'intérieur de pollution, quand ça vient des collectivités, tout ça. Quand on reçoit par exemple un camion qui fait 30 mètres cubes de broyat de déchets verts, il y a à peu près une poubelle qu'on ressort de plastique. Ça, c'est que le tri n'est pas très bien fait, mais personnellement, ça me prend un peu de temps d'enlever les plastiques. Mais quand je vois l'impact que ça a, ces pratiques, dans la qualité du sol et dans l'augmentation de la vie sur mes parcelles et la qualité des légumes, ça en vaut largement la peine, c'est pas un problème. À un moment, vous avez dit que vous pourriez arroser certains légumes, vous ne le faites pas. Si les légumes étaient arrosés, est-ce qu'ils seraient appauvris en nutriments? Il y aurait moins de concentration. Ce qu'on a mesuré, c'était avec l'université de Pau, où ils ont prélevé des échantillons, ils ont prélevé des légumes chez plusieurs maraîchers, et chez nous, ils ont pris des tomates qui étaient cultivées en plein champ, sans irrigation, avec des pratiques de sol vivant. Et grosso modo, le résultat de l'étude, c'était grosso modo sur sol vivant, il y avait des taux de matière sèche plus élevés, mais sur les tomates cerises qui n'étaient pas arrosées, on était les seuls à être sur des tomates non irriguées, on a eu des taux de matière sèche 50% supérieurs aux autres. Donc forcément, ça fait plus de minéraux. Mais on peut avoir des bons légumes en arrosant, mais après c'est juste combien on arrose. Il y a des pratiques courantes en agriculture qui consistent à arroser les plantes avec des hormones pour qu'elles se gorgent d'eau et du coup ils vendent de l'eau et c'est pas en agriculture bio, mais ce que je veux dire c'est que les plantes ont besoin d'eau, mais ce qui est intéressant je trouve dans notre exemple, c'est de voir comment avec certaines pratiques agricoles on arrive à avoir des plantes qui développent une résilience de part.
la génétique, de par l'enracinement, de par la vie du sol, de par les champignons qui permettent justement des interactions avec la plante et qui permettent à la plante de supporter des stress abiotiques type les pics de température. Comment, avec ces pratiques, eh bien, la plante arrive à être résiliente dans des conditions où ben, on est sur des records de sécheresse ou de canicule. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Non, en plus, cette sélection dont tu parles, c'est celle qu'on ne laisse pas le temps de faire. Mais on voit bien là une orientation un peu technophile, comme ça, la technique va résoudre, qu'aujourd'hui on essaye de faire des cultures qui ont besoin de moins d'eau. Or, il y a l'autre possibilité, c'est aussi laisser le temps d'une sélection dans laquelle des espèces peuvent avoir moins besoin d'eau que d'autres. Tu vois, et ça se fait vite, hein, par exemple sur des tomates. Je récupère des tomates, je les mets avec mes techniques de culture, matière organique, bâche, plein champ, sans irrigation. La première année, j'ai souvent un taux de cul noir. Ça s'appelle une nécrose apicale due à une carence en calcium, qui est due à un stress hydrique. Première année, on a 20-30% des tomates qui vont être comme ça. L'année d'après, si je ressème ces graines et que dans les mêmes conditions, eh ben ça a quasiment disparu, quoi. Donc il y a vraiment un apprentissage extrêmement rapide de la plante, de la tomate, en tous les cas sur la nécrose apicale. Ah, tu vois, moi je ne me faisais pas une idée qu'une année, il y avait déjà une sélection assez efficace. Incroyable. Je ne sais pas si c'est de l'épigénétique ou à quel niveau, mais c'est vraiment, en tous les cas, sur la nécrose apicale, c'est vraiment incroyable. Après, il y a des plantes qui ont besoin, qui ont été sélectionnées. Par exemple, si on prend des poireaux qui ont été sélectionnés des marais et qu'on les met en plein juillet sur un sol sec et qu'on n'arrose pas, et ça ne va pas pousser. Il y a des limites. Mais sur des plantes qu'on a pu implantés, qui ont pu s'enraciner, qui s'enracinent plus profondément grâce justement à des vers de terre qui créent des galeries et qui permettent aux plantes de descendre plus profond avec tout le reste, et ben ça permet de faire pousser des légumes. En Dordogne, moi je me souviens de cette dame qui était technicienne en maraîchage sur la région Aquitaine, du coup qui a l'habitude de voir des légumes, qui est venue en mars à la ferme. Elle me disait oui, c'est bien ce que tu fais, etc. Mais pour elle me disait, mais l'été, tu dois avoir des sources qui jaillissent partout. Parce que moi, je ne comprenais pas. En fait, elle n'arrivait pas à conceptualiser que ça puisse être possible de faire pousser sur ces coteaux des légumes sans irrigation, puisque finalement, toutes les exploitations maraîchères dans lesquelles elle a visité devaient arroser pour faire pousser pour que les légumes poussent. Oui, mais si tu veux, d'un point de vue biologique, ce qu'il y a, c'est que, bon, tu disais épigénétique, effectivement, d'un point de vue épigénétique, ça va permettre l'expression de certains gènes et d'autres pas. Mais il y a comme un temps pour explorer les possibles de la plante. Tu vois, pas tout est possible, effectivement. Mais ce que tu fais, bon, là c'est incroyable, une année, mais bon, ce qui va s'opérer, c'est que tout à coup, dans le temps, permettra la survie et le développement de ces gènes qui s'expriment et qui sont résistants, tu vois. Mais c'est une question de temps, mais je ne savais pas, par exemple, que dans une année, ça pouvait se faire, mais ça signifie concrètement laisser le temps d'explorer les possibles de la plante, tu vois, plutôt que d'agir de l'extérieur. Ce temps de laisser les possibles sur la question de la résistance à l'eau des variétés de tomates, je pense que depuis que les Italiens ou les Espagnols ont ramené les tomates en Europe, les conditions de culture de la tomate, il n'y avait pas du goutte à goutte. Il y avait donc en fait la tomate, elle a depuis 400 ans été en fait régulièrement confrontée à des stress hydriques. C'est que en fait depuis quelques années où on s'est mis à cultiver des tomates dans des conditions de confort pour la tomate qui est. Parce que la conclusion de ne pas laisser le temps de l'expression des gènes adaptés au milieu, c'est l'affaiblissement de l'espèce. Tu vois ?
Parce qu'en fait, tu crées une espèce dépendante à une action extérieure parce que tu n'as pas laissé le temps de l'expression, tu vois, de la biodiversité. Voilà, peut-être il n'a pas dans son matériel génétique, n'a pas la possibilité de tolérer certains climats. Bon, là, il ne peut pas. Mais si tu ne laisses pas le temps d'explorer toute seule cette possible-là, bah, tu affaiblis l'espèce. Quand il y a une bâche au sol, il y a l'humidité du sol qui remonte. Donc il y a toujours l'humidité, même s'il ne pleut pas, il y a une évaporation du sol, de l'eau. Donc naturellement, et dans tous les sols on voit, puisque c'est Saint-Exupéry, quand il retrouve de l'eau sous l'aile de ses avions en plein désert, c'est bien qu'il y ait de l'humidité. Donc c'est ça qui, je pense, qui compense l'arrosage en fait. Qui naturellement fait un... La bâche a un rôle du moins décisif dans nos résultats de rendement. Et du coup, si on enlève la bâche dans ces pratiques-là sans irrigation, ça marcherait effectivement pas bien. Non, mais exactement, parce que c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, même dans le désert, il y a de l'eau douce qui va émerger si on met quelque chose d'imperméable, absolument. Moi, j'ai une question. Il y a plusieurs décennies, il y avait un couple qui avait soulevé cette question de l'appauvrissement de la terre, les bourguignons. Donc il y a une époque où on en parlait beaucoup, il y avait des reportages sur le sujet, et puis après ils ont disparu et on n'en a plus parlé. Et donc là, vous remettez au bout du jour en fait cette question de l'appauvrissement de la terre. Déjà, je ne suis pas le seul, mais il y a pas mal de monde qui s'intéresse aux questions de problèmes du sol, qui ont effectivement pointé du doigt déjà il y a 50 ans les bourguignons. Mais en fait, j'ai l'impression que sur le constat que le travail du sol est nocif, finalement, beaucoup de gens sont prêts à faire le constat, mais après, finalement, ils se disent, ben alors, de toute façon, on n'a pas le choix. Ou, je ne sais pas, comme s'il y a quelque part, à un moment, parce que il y a des choses qui sont tellement factuelles que c'est comme s'il pleuvait, on est mouillé, on dit il pleut. Personne ne va dire qu'il ne pleut pas. Et donc les sols, oui, sont détruits, mais pourtant, il n'y a rien qui... On ne peut pas remettre en cause le constat, mais les pratiques ne changent pas. Et pire, même l'allocation des subventions qui dirigent les pratiques va dans le sens opposé à ce qu'elle devra aller. Mais ça, c'est un tout petit peu par rapport à cette difficulté de nous, les humains, à affronter une incertitude, plutôt rester dans une pratique délétère. Mais Marie-Monique Robin, dans un de ses bouquins, où il parle des herbicides, des côtés cancérigènes. Et elle vient d'une famille de paysans, et elle raconte que dans sa famille, plus de la moitié ont des cancers, et qu'il y a déjà la mortalité. Et pourtant, ce sont les premiers à dire on ne peut pas se passer des herbicides. Non, il y a là quelque chose que fait la nature humaine, et que aussi c'est pour ça que les changements extensifs est très complexe, parce que, tu sais, il y a une phrase qui moi me plaît beaucoup de Proust, dans laquelle il dit « Les faits ne pénètrent jamais les mondes où ils vivent nos croyances ». Tu vois ? C'est-à-dire que le Proust, il va mettre la vie du côté de la croyance. Non ? Alors, parce que quand tu lis le bouquin de Marie-Monique, non, et tu dis, ben merde, la moitié de sa famille a cancer, il y a déjà un tas de morts de cancer. Et tu disais tout à l'heure, pour le moment, judiciairement, on établit qu'il y a une corrélation cancer-herbicide, non, Monsanto, d'accord. Mais en réalité, la question des corrélations, c'est rigolo de tout à coup trouver méprisable la corrélation, mais de l'autre côté, tout l'AIA fonctionne par corrélation, et là on est admiratif, tu vois. Mais alors qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça.
C'est très compliqué parce que les croyances sont enracinées, là, tu vois, dans les côtés de la vie. Et c'est ça le problème aussi de l'extensif, tu vois, c'est-à-dire des rapports de force. C'est-à-dire que tu expliques, et en plus tu expliques avec des pratiques, toi. Tu vois, c'est pas que vous avez que des théories. Et pourtant, c'est vrai que les pivots quantitatifs, extensifs, est très dur parce que quelqu'un peut être, comme Marie-Monique le dit dans son bouquin, tu vois, en train de mourir de cancer, vers tous autour de mourir de cancer, et pourtant il va défendre avec les FNCA, tu vois, les Monsantos, etc. Non, voilà, il faut compter avec ça. C'est justement quelque chose que pour la modernité était très compliqué à comprendre. La question des croyances est un des rochers contre lesquels la modernité s'est cassé les dents, c'est par sa incapacité de comprendre les modes d'existence des croyances qu'on ne pouvait pas dissiper avec des raisons et des faits. J'imagine que pour vous, ça doit être quand même assez rageant d'avoir raison, ça ne suffit pas. Et tu vois, par exemple, sur la question de la technique, c'est vrai que j'ai l'impression qu'à tous ces problèmes agricoles sur lesquels c'est difficile de faire l'autruche sur les problématiques. Donc la question, c'est toujours, on cherche une solution technique, comme tu disais. Mais en fait, là, c'est pour ça qu'on a voulu faire le livre, pour dire, mais en fait, les solutions, elles y sont. Et nous, on a apporté nos réponses de par nos pratiques sur faire pousser des légumes, des fleurs et des arbres, mais j'ai des collègues qui font pousser des céréales, d'autres qui font de l'élevage, d'autres de la viticulture. En fait, dans tous les secteurs d'activité agricole, il y a des pionniers qui ont intégré ces logiques du vivant et qui ont mis en place des modèles vertueux d'agriculture. Donc c'est ce discours-là que j'aimerais qu'il puisse être diffusé pour que quand on ait des discours de lobbyistes, de l'agro-industrie qui nous disent de toute façon, si on ne met pas d'OGM, si on ne met pas d'engrais, si on ne met pas de pesticides, on va tous crever la dalle, c'est faux. Les périodes de transition peuvent être délicates, mais en tous les cas, l'important, c'est d'engendrer une transition pour aller vers ces modèles. Et dans la transition vers les modèles, effectivement, que les herbicides, les insecticides et les engrais ont leur rôle à jouer. Mais de toute façon, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être... parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on utilise de plus en plus de ces saloperies d'année en année. Voilà, c'est vraiment ça où en fait c'est vrai que en fait on a juste le discours qu'on nous pond et c'est vrai que j'ai l'impression en fait tant que tu n'as pas vu que c'était possible, en fait, tant que j'ai pas vu que c'était possible de faire ça, je me demandais si d'autres personnes qui avaient déjà écrit des bouquins dans cette thématique-là, si c'était vraiment possible, parce que si c'était possible ce qu'ils avaient dit, comme le bouquin de Fukuoka, je me dis, mais là, on a une deuxième révolution agricole, le monde peut changer vers, au lieu d'un monde où il ne va plus avoir de ressources, où tout va être dans la destruction, on peut recréer quelque chose de positif, quoi. L'une des difficultés, c'est que les agriculteurs se sont carrément étranglés par des crédits sur du matériel qu'il faut amortir sur 10 ou 20 ans, je ne sais pas, mais c'est des sommes très élevées, et c'est du matériel qui est effectivement des tracteurs pour labourer, des appareils pour faire l'épandage des produits insecticides et tout. Donc ils sont obligés de rembourser ces choses, et en fait ils sont prisonniers du système. Et ça c'est une vérité, je veux dire, je sais pas moi, un tracteur agricole, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est des sommes effarantes. Les engins, quand on voit les engins et tout ça, c'est absolument... Alors, bien sûr, il a des grandes surfaces, le problème c'est qu'il n'a pas le choix. Comment on peut faire pour bloquer le système? Mais on est vraiment là dans un système de croyance, puisque un modèle économique, c'est une croyance. Ah, complètement. Et donc c'est quelque chose qui peut être changé, puisque par contre quand les sols ils sont partis. Là c'est
c'est comme Newton, quand il lâche la pomme, elle tombe au sol. Et oui, mais tu te rends compte que tout le monde demande, mais dis-nous que quelque chose est possible. Et vous avez la chance de voir que quelque chose est possible. Tu imagines, en 10 années, tu vois que, contrairement à ce qu'on pensait de l'anthropocentrisme, l'humain au centre, ce que l'humain ne fait pas, tu te rends compte qu'en restant un tout petit peu tranquille, d'une certaine façon, tu vois, tranquille par rapport à ne pas vouloir dominer, la vie revient au sol, tu vois. C'est là où moi je trouve que c'est fantastique, parce que c'est-à-dire il y a quelque chose dans lequel, quand les gens, nos contemporains demandent, et moi, j'ai une tête de réponse, non? Alors on me demande, mais qu'est-ce qui est possible, non? Et alors la question c'est que les possibles, non, va avec un certain non-agir. C'est rigolo parce que non-agir, non, ça ne veut pas dire ne rien faire, non, mais les possibles va en comptant avec une alliance avec l'autre que l'humain, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué à comprendre pour nos contemporains. C'est-à-dire que ce qui est possible non pas dans un agir de vaincu, mais un non-agir de dire ce qui est possible en alliance avec les autres forces, cycles, etc., qui ne sont pas humains, tu vois. Que bon, tu disais Morisot parle de ça, tu vois, et je pense que c'est là il y a quelque chose de très intéressant quand même à bien comprendre dans votre expérience, tu vois. C'est-à-dire que quand on dit mais qu'est-ce qu'on peut faire, on tombe souvent dans les fers virils, conquérants de la modernité. Et c'est pour ça qu'on dit pour faire, il faut aller au gouvernement et faire d'en haut, non? Et dit non, il faut essayer de faire un peu moins et de s'accrocher, non? Alors, si cette expérience-là était une expérience très mignonne et petite, qui produit 3 bananes moches, comme ils pensent les gens par rapport à, tu vois, mais c'est une expérience qui montre que non, tu vois, que c'est absolument possible. Mais en faisant quoi? Eh bien, je pense que les non-agir, qu'on a tellement de difficultés, tu vois, parce que les non-agir, c'est laisser faire, voilà, il y a la destruction, c'est comme ça, tu vois, toutes ces conneries, tu vois. Les non-agir, c'est ça, tu vois, les non-agir, c'est ce qui permet qu'il y ait un acte, tu vois, mais un acte dont l'humain n'est pas le sujet extérieur. Bon. Pour moi, c'est une leçon de philosophie pratique, tu vois, et très positive, parce que du coup, bon, ben voilà. Et tout le monde demande qu'est-ce qui marche, voilà, ça marche. Vous m'avez fait plaisir d'envoyer le manuscrit en lecture. Moi, il y a quelque chose que je trouve vous montrer, quelqu'un qui n'a jamais lu, qui, comme Miguel, est né à Paris, voilà, avec du minéral partout autour de lui, donc il n'y a aucune notion, il n'a jamais lu aucun bouquin d'économie. Ce que montre extrêmement bien, c'est ce phénomène, ce mécanisme d'artefactualisation de la Terre. Car ça ressort très bien et c'est lié à votre non-dogmatisme, comme dit Miguel, c'est votre façon aussi d'aborder un sujet non-dogmatique, dans quelque chose de très situé, très situationnel. Ça vous montrez bien qu'on a cette mise en nombre, cette mise en système de la Terre, et comment finalement, la technique est venue à poser ses propres questions, et c'est la technique qui apporte les propres réponses. Et c'est ça qui, à la lecture, en tout cas, par il n'y a pas que ça évidemment, mais à la lecture, moi c'est ça qui m'a vraiment, j'ai un peu effectivement conscience, en tout cas, qui apparaît très clairement. Je trouve que ce qui rend aussi le bouquin singulier, c'est qu'il y a votre point de vue est en décalage, c'est-à-dire que vous nous montrez un point de vue sur ces questions-là qui est en décalage effectivement avec l'espèce de technoscience autour de ces questions-là. Et pour ça, félicitations. Pour quelqu'un comme moi, qui n'ai absolument aucune notion, et a priori même aucune affinité forcément avec un sujet, j'ai trouvé ça, en tout cas, très bien senti. Donc, l'occasion de vous dire bravo. Une question. Je veux dire, le broyat peut se faire sans détruire la nature, comme l'Amazonie par exemple, donc, mais à proximité. Là, j'appelle ça broyat de déchets verts, mais en fait, c'est calculé, c'est appelé, c'est du broyat de déchets verts. Donc, c'est des déchets. Pour le moment, c'est tout ce qui est tous les déchets organiques qui sont apportés par les jardiniers, par les communes, dans les déchetteries, qui vont être broyés et qui, dans mon secteur, sont mis à disposition des agriculteurs.
Et il y a des plateformes comme ça qui maillent quasiment tout le territoire, et pour le moment, la ressource est abondante. Moi, je voudrais poser une question à Alexia. Alexia, en tant que journaliste, vous n'êtes pas du monde paysan. Donc, est-ce que vous pouvez parler de votre expérience? Viens ici. Je viens pour l'interrogation. Ouais. Moi, du coup, je suis arrivée à la ferme il y a 4 ans. Je rencontre Benoît, j'étais aux études de journalisme. Je venais d'arriver à Bruxelles, du coup, pour mes études. Et en pleine dépression de se retrouver au milieu d'une ville où je ne savais pas trop comment faire pour y vivre. Et du coup, c'est vrai qu'en rencontrant Benoît et en voyant le projet de la ferme, il y avait déjà la chaîne YouTube qui était en marche, et je me suis dit que je pouvais apporter quelque chose potentiellement dans le fait d'écrire un bouquin. C'était déjà un peu en gestation chez Benoît. Et donc, j'ai essayé, en tout cas, de résumer tout ce que Benoît avait déjà travaillé, mis en place à la ferme, étudié, et essayer d'en faire un ouvrage lisible et cohérent pour que ça soit publiable. Voilà. Donc ça a été mon approche et ce que j'ai amené à la ferme, quoi. Et donc concrètement aussi, par l'écriture du bouquin, j'ai aussi pigé tout ce qu'il y avait derrière, tout ce que c'était, et aussi concrètement en étant au champ et en y travaillant, quoi. Et en finissant les études à Bruxelles. Tu as tout fait. Voilà, c'est ça. Formation express. Bravo. Très bien. D'autres questions? Alors, si on va finir là, je vous... Ah non, pardon. Je ne suis pas président. La FAO a publié un rapport il y a à peu près 4 ans où ils apportent la preuve qu'on pourrait nourrir entièrement la terre entière en bio à condition de ne pas gaspiller. Cette question du gaspillage... C'est une responsabilité du consommateur. Et la question du gaspillage, elle est tellement importante qu'il y a des rapports par rapport au stockage. Combien de pourcentages, je ne me souviens pas, j'avais lu un rapport, le pourcentage des graines, comme ça, des produits de la terre qui se perd dans les silos, par exemple. C'est-à-dire que l'idée de c'est tout OGM et tout industrialisé ou mourir de faim, c'est pas vrai du tout, quoi. C'est-à-dire de tous les côtés, il y a des choses un irrationnel presque sacrificiel dans lesquelles on perd une quantité de nourriture pour en déchets, quoi. Si c'est fini, moi je voulais dire une dernière chose, c'est qu'en général, dans le monde de l'alternative, militant, de l'opposition, on fait les choses un peu n'importe comment, parce que comme on a raison et on est gentil, c'est suffisant. Et le bouquin, il est très très beau. Il est très très beau, avec des photos magnifiques, il est très très clair. Et voilà, moi je suis très sensible à ça, sensible au fait que l'alternative, la résistance, ne doit pas être sacrificielle, doit être joyeuse. Et c'est un beau bouquin, esthétique, c'est bien fait, ça donne envie de le lire, même quand on pense comme moi, absolument rien planté du tout, ça apprend beaucoup de choses par rapport à ça. Alors, voilà, je voulais juste dire ça parce que pour moi, ce n'est pas un détail, le fait que esthétiquement aussi, ça montre qu'il ne s'agit pas là d'un chemin de croix, mais il s'agit là d'une joie. De rendre ça désirable. Absolument, absolument, tout à fait. Bravo. Merci.